Prise de terre, Adrien Zerbini. Bonjour à tous et bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un atelier. Oui, un atelier de réparation. Et si réparer la Terre, c'était d'abord réparer les objets qui nous entourent? Ça vous paraît sans doute un peu simpliste comme raisonnement, sauf que l'inverse est vrai. La société du prêt-à-jeter est aussi celle de l'épuisement des ressources et de nombreuses pollutions. Est-ce que les stratégies que nous employons, comme le recyclage ou l'utilisation de plantes pour faire des bioplastiques, sont bonnes? Est-ce que les high-tech nous aident à vivre dans un monde durable ou font-elles précisément l'inverse? Voilà quelques-unes des questions qu'on se posera en première partie d'émission. Tout de suite, je vous emmène dans un lieu qui lutte de manière tout à fait pragmatique contre ce prêt-à-jeter. C'est la Bonne Combine à Prix, à côté de Lausanne. La Bonne Combine, vous nous rappelez ce que c'est? C'est la caverne d'Ali Baba de l'électroménager, un endroit dans lequel on vient faire réparer ses objets à la place de les jeter. Oui, ça aide rien, ça existe encore. On peut réparer. Oui. Génial. Et ça ne désemplit pas, comme quoi ça vaut le coup, non seulement d'un point de vue environnemental, mais aussi financier, de faire réparer sa chaîne IFI, son aspirateur ou son robot ménager. Et vous avez rencontré François Marthaler, ancien conseiller d'État vert vaudois, qui a créé la Bonne Combine. Il n'en est plus directeur puisqu'il a ouvert aujourd'hui une start-up, Y Computing, qui propose des ordinateurs portables durables. Devant la Bonne Combine, François Marthaler, 34 ans plus tard. Moi j'ai toujours un immense plaisir de me trouver ici. C'est un quart de siècle que j'y ai passé, avec des relations nouvelles avec les collaborateurs autant qu'avec les clients. Je n'y viens plus aujourd'hui que comme client, respectivement fournisseur d'ordinateurs durables. Oui, parce que les ordinateurs durables, c'est juste 2 étages en dessus. Exact. Mais on va d'abord passer par la Bonne Combine pour qu'on comprenne bien ce cheminement. D'accord ? Oui. On entre dans votre bébé. Le contraire d'un accouchement, quoi. Accueilli par les jolis petits dessins de Mix et Remix. Oui, et ça ne désemplit pas parce que les gens arrivent avec une machine à café, il y a toujours du monde. Il y a à peu près 8 à 10 000 réparations par année depuis 34 ans. Faites le calcul. Mais 1980, François Marthaler, vous décidez de créer la Bonne Combine. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je lisais à l'époque, étudiant en architecture puis en sciences politiques, les auteurs du Club de Rome, qui parlaient déjà de cette impossibilité qu'il y a de développer une économie avec une consommation croissante dans un monde fini. La croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Bon bricoleur, depuis longtemps, je me suis dit, on va aller au concret, aux solutions. On fait durer les appareils. Tout ce qui peut être réparé doit pouvoir être réparé. Et c'est comme ça que la Bonne Combine est créée. D'abord tout seul, puis 2, puis 4, puis 7. Aujourd'hui, 15 collaborateurs depuis 25 ans, je dirais. Je vais les essayer. C'est moi qui ai apporté une trancheuse pour réparer. Ici, elle ne veut pas, elle se débrouillera. Aller à la déchetterie. Excusez-moi, monsieur, vous avez en main un vieux fer à repasser, non ? Bien sûr que c'est un vieux fer à repasser. Mais c'est une bonne marque et ça se répare. Réparation, ça vaut le coup au niveau financier ? Clairement, oui, tout le monde est gagnant. Et on sait que ce sont les bons outils qui font les bons ouvriers. Donc si on veut faire du repassage sérieux, quand elle ne fonctionne plus, avant de l'acheter, on se demande si c'est possible de la faire réparer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où probablement on ne peut pas se poser la question parce qu'il n'y a pas d'offre disponible pour envisager de retarder l'obsolescence des appareils. Ici, on a la chance d'habiter dans une région dans laquelle il y a cette proposition. Entre nous, c'est pas vous qui faites leur passage. Si, bien sûr, mais pas tout seul. On est dans le job sharing à la maison. Alors il y a tout, évidemment, des fers à repasser. Il y a des ordinateurs, vos ordinateurs, François Marthaler, on en parlera tout à l'heure. Parce que, en fait, c'est aussi un magasin. Alors, au début, il n'était question que de réparation. Puis on s'est retrouvé avec des appareils que l'on savait réparer, dont on connaissait la valeur technique, que l'on a voulu vendre d'occasion avec 6 mois ou 1 année de garantie. On a devant nous là, des robots de cuisine dont le modèle que j'ai là devant moi doit bien avoir 25 ans. Il fonctionne. Qui fonctionnera très longtemps. Pour la petite anecdote, puisque je connais bien le sujet, j'en ai personnellement réparé un certain nombre. Les engrenages qui entraînent le balai dans ce Kenwood-là
sont en fonte, alors que sur le modèle qui lui succède, et sur le dernier modèle actuel, ces engrenages sont en plastique. Alors voilà, une pâte un peu trop dure à malaxer, écras, la roue dentée est fraisée et il faut la remplacer. Alors, heureusement, c'est possible de réparer, mais c'est des opérations coûteuses et qui n'arrivaient pas autrefois. C'est joli comme paradoxe, l'histoire du mixeur. Parce qu'au départ, il y a de la fonte, alors c'est fait pour durer, mais on va piquer dans les ressources. Ensuite, pourquoi on met du plastique? Parce qu'on se dit c'est moins cher, ou bien ça va être plus rapidement foutu, donc on va en vendre un peu plus. Le marketing derrière. Non, d'abord parce que c'est moins cher, et puis de fil en aiguille, les constructeurs se rendent compte que quand c'est en plastique, ça dure un peu moins longtemps, et que au lieu de vendre une machine tous les 30 ans, on en vend une tous les 10 ans, avec encore une réparation entre deux. Mais je suis pas d'accord tellement sur les ressources, parce que typiquement la roue dentée en fonte, elle pourra être parfaitement recyclée. Il n'y aura pas besoin d'aller puiser dans les ressources existantes. C'est d'autant que le problème n'existe pas vraiment s'agissant du fer, qui est un des éléments les plus présents sur Terre. Alors qu'à l'inverse, le plastique, lui, ne se recycle pas. Il est tiré par transformation de produits pétroliers. En règle générale, ces plastiques-là ne seront pas recyclables, pas réutilisés. Il en va différemment de ce mixeur. Le jour où il sera vraiment au bout de course, il finira dans un concasseur et puis retour dans les filières sidérurgiques. Donc il sera même recyclé. Donc voilà, du point de vue de la durabilité, le vieux, c'est mieux. On passe derrière à l'atelier réparation ou je ne sais pas. Les appareils, les petites choses délicates, les appareils électroniques. Felice Soulia répare depuis 25 ans avec un tact et une patience ébouriffante. C'est vrai. On va aller à l'atelier. Alors allons à l'atelier. Qu'est-ce qui n'est pas réparable? Rien. En théorie, rien n'est irréparable. Commutation. Je suis sur AV1. Felice, tu nous expliques un petit peu ce que tu es en train de repérer comme problème sur ce grand écran de au moins 1 mètre de diagonale? Alors vous l'avez ouvert, vous l'avez décapoté. Oui. Alors actuellement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un défaut dans le bloc d'alimentation. Alors ça, c'est encore un appareil où on peut encore changer certains composants relativement facilement. Ce qui me surprend un peu en négatif, c'est que les constructeurs veulent plus faire réparer leur appareil. Peu importe la marque, avant, ils mettaient une importance sur le client qui achetait leurs produits. Maintenant, leur importance, c'est de vendre toujours la dernière technologie, le dernier produit. Donc même nous qui faisons des réparations, on se retrouve des fois avec des appareils qui ont peut-être 4, 5 ans, et puis le constructeur nous dit malheureusement les pièces sont plus disponibles. L'appareil finit directement au recyclage. Il y a encore un autre élément qui s'est produit pendant ce même laps de temps, c'est que dans certains domaines, les prix se sont littéralement effondrés. Il est de plus en plus difficile aussi, même si les pièces sont disponibles, de proposer des réparations à un prix qui soit en rapport, non pas avec la valeur de l'objet quand vous l'aviez acheté, mais avec la valeur de remplacement d'un produit équivalent. C'est pour lutter contre le prêt-à-jeter, en effet, François Martalère, que vous avez créé la bonne combine, mais vous avez quand même l'impression que vous luttez à contre-courant ou pas? J'ai un petit sourire en vous répondant parce que je me souviens assez bien qu'il y a 34 ans, en lançant la bonne combine, je me suis dit ça va être un succès fulgurant parce que les consommateurs ne vont pas accepter de se faire renfiler des camelotes, de se faire dire que le produit qu'ils ont acheté il y a quelques années n'est plus réparable. Or, depuis 34 ans, le gaspillage s'est accéléré, les durées de vie se sont encore réduites, le service après-vente s'est copieusement dégradé. Je me souviens qu'au tout début de la bonne combine, à Lausanne, vous pouviez aller au comptoir chercher une pompe de vidange pour une machine à laver, puis ces centres de distribution de pièces détachées se sont regroupés généralement dans la région zurichoise, puis en Italie ou en Allemagne, et puis au fond, il n'y avait plus de possibilité d'offrir une réparation dans la journée à un client pressé. Et au fond, c'est un peu comme si l'opération de réparation réhumanisait
des objets de consommation. Donc voilà, quand on répare ou quand on fait réparer un objet, on a avec celui-ci un rapport autre que celui qu'on a quand on achète une action, et encore plus sur Internet. Vous voulez aller voir les palettes d'appareils à jeter, à recycler? Oui. Mais, alors là, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu plus triste, on arrive au cimetière. Alors le cimetière, c'est ici. C'est-à-dire que les appareils qui peuvent ni être reconditionnés, remis en vente, ni réparés, ni servir pour ponctionner des pièces pour en réparer d'autres, finissent, comme l'impose l'ordonnance fédérale sur la reprise des appareils électriques et électroniques, dans ces caisses qui vont finir dans les quelques entreprises de recyclage pour en retirer les composants toxiques et recycler, valoriser tous les composants qui peuvent l'être. Et en tout cas, du côté des métaux, le recyclage est à peu près à 100%. Les matières plastiques, c'est beaucoup plus compliqué. Elles sont très difficiles à identifier, contiennent souvent des ignifugeants qui rendent leur recyclage problématique. Puis qu'est-ce qui reste à part ça 3 bouts de bois, quelques cartons, des emballages qui font partie du même concept de recyclage. On va aller voir vos ordinateurs ? Oui. Nous y sommes. Why, votre ordinateur durable, c'est ça? Enfin, votre. En fait, c'est un ordinateur François Marteller qui a été fait à Taïwan d'abord, c'est juste? Oui, tout à fait, exact. Comme 95% des ordinateurs portables dans le monde, oui. Et en quoi, d'abord, il est durable, celui-là, plus qu'un autre? Essentiellement parce qu'il est démontable et que nous avons publié, en même temps que nous mettions ces produits sur le marché, des guides de réparation pour faire toute intervention pour remplacer une pièce défectueuse ou remplacer un composant par un composant plus performant pour faire durer la machine plus longtemps. J'ai une vis qui est une vis en croix toute simple ici. Et voilà, j'ai accès à la mémoire, au processeur, au ventilateur qu'il faut de temps en temps nettoyer, au disque dur principal de stockage de masse. Et puis quelques autres vis me permettent de remplacer le clavier, de remplacer l'écran, avec une seule vis à enlever en tout et pour tout. Comment il fonctionne cet ordinateur? Portable, durable? C'est-à-dire que la question, vous avez bien raison de la poser, c'est que pour être durable, il faudrait que Y puisse s'engager à ce que le système d'exploitation qui fera fonctionner cet appareil dans 10 ans, Windows 2024, soit toujours disponible, soit toujours capable de faire tourner les composants hardware qui s'y trouvent. Évidemment, à cet égard, je ne peux donner aucune garantie, j'ai même plutôt la certitude que les nouveaux logiciels de cette OS Windows ne pourront pas faire tourner ce vieux matériel de 2014. Il en va tout à fait différemment de Linux et des logiciels libres. Je pourrais toujours aller sur Internet rechercher la vieille version de Ubuntu qui marchait si bien en 2014 lorsque j'ai acheté ma machine, parce que ce ne sera pas bloqué. Vous pouvez toujours essayer d'aller acheter une licence Windows XP aujourd'hui, ou même un vieil OS X pour faire tourner un vieux Mac d'il y a 10 ans, c'est juste pas possible. Oui, et ça ne fonctionne pas. Ce que vous êtes en train de dire, peut-être pour bien comprendre, c'est que c'est durable parce qu'on est aussi dans l'open source. Il me semble que les deux éléments sont tout à fait indissociables. Une informatique durable fonctionne avec des logiciels libres. On pourrait dire le contraire. Une informatique propriétaire est exactement pensée pour utiliser l'évolution des logiciels comme moyen de pression sur le consommateur pour qu'il change d'appareil. Alors que là, avec les logiciels libres, c'est le consommateur qui choisit d'avoir des gadgets supplémentaires. Il ne se les fait pas imposer par un éditeur. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que vous en savez? Non, c'est dur. Je pense qu'il y a curieusement une réticence des gens à quitter le cocon douillet de Mac OS X et de Windows. Rares sont les gens qui osent le faire. Alors je mise beaucoup sur le bouche à oreille, mais bon, le bouche à oreille c'est un phénomène assez lent. Voilà. Et on croise les doigts et on profite pour relayer ce bouche à oreille. Nous avons mis le site de Why Open Computing en lien sur celui de Prise de Terre, donc rts.ch/prise de terre.